Les mains de Rebecca tremblaient, tandis qu'elle boutonnait le dernier bouton de son manteau. À travers la fenêtre de la cabane, Silas la regardait s'approcher de la diligence. Il affichait la même indifférence que ces 14 derniers jours. Elle s'arrêta sur le porche. Elle attendait qu'il vienne la supplier de rester, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait la faire changer d'avis. Il ne bougea pas. Il resta simplement à la fenêtre, un homme de pierre regardant une autre femme sortir de sa vie. Lorsque Martha Evans arriva 3 semaines plus tard, Silas était passé maître dans l'art de laisser partir. Il avait enterré 4 épouses dans son cœur, et il n'avait aucune intention de ressusciter qui que ce soit. Mais Martha ne cherchait pas une résurrection. Elle cherchait un homme qui valait la peine d'être sauvé, et elle n'avait aucune intention de l'abandonner. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et commentez en indiquant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Nous serions ravis de savoir où notre famille est dispersée à travers le monde. Voyons maintenant comment le voyage de Martha et Silas va se dérouler. Martha n'avait pas dormi depuis 3 jours. La diligence qui l'avait amenée de la gare de Butte lui avait secoué les os. Elle lui avait fait claquer des dents. Et l'avait laissé remettre en question chaque décision qui l'avait menée à cet instant. Elle pressa son front contre la vitre alors que la vallée apparaissait. Pour la première fois depuis son départ de Philadelphie, elle ressentit autre chose que de la peur. Elle ressentit une possibilité. Mais à l'instant où elle vit Silas McCray sur le porche de sa cabane, cette possibilité s'évapora. Il était grand. Oui, elle s'y attendait d'après sa lettre. Ses épaules étaient assez larges pour porter le poids de la moitié du territoire. Ses mains étaient cailleuses à cause du travail, de la vie, de tout ce qu'il fallait faire. Mais ce furent ses yeux qui la glacèrent. Ils avaient la couleur de l'hiver et étaient tout aussi impitoyables. Il ne sourit pas, il ne fit pas de signe de la main. Il se tenait là, comme s'il attendait qu'elle fasse demi-tour et remonte dans la diligence. « Vous êtes Martha Evans », dit-il alors qu'elle descendait. Il ne prit pas la peine de l'aider avec ses bagages. « Oui, c'est moi. » Elle se stabilisa en roulant des épaules. « Vous êtes Silas McCray? »« Oui, c'est moi. » Il se tourna et entra dans la cabane, laissant la porte ouverte derrière lui. Ce n'était pas une invitation, juste l'absence d'une barrière. Martha rassembla ses affaires et le suivit à l'intérieur. La cabane était pire que ce qu'elle avait imaginé, et elle avait imaginé toutes les possibilités terribles durant ces 3 jours de voyage. La saleté s'entassait dans les coins, là où les murs rejoignaient le sol. Une fine couche de cendres recouvrait chaque surface, la preuve d'une cheminée qui n'avait pas été nettoyée depuis des mois. Des bouteilles de whisky vides traînaient sur la table, à côté d'une assiette contenant les restes de ce qui avait pu être de la nourriture dans une autre vie. La fenêtre était si sale qu'elle pouvait à peine voir à travers. L'air lui-même semblait avoir un poids, épais de solitude et de négligence. « C'est la maison, dit Silas, et il y avait comme du mépris dans sa voix. Si vous avez des doutes, je comprends. La diligence repasse demain matin. » Martha posa ses sacs avec précaution. Elle ne se laissa pas pleurer, même si tout en elle en avait envie. Pleurer, c'est ce que les autres femmes avaient fait, elle en était sûre. Pleurer, c'est ce qu'une femme était censée faire en arrivant dans un endroit pareil, quand elle réalisait ce à quoi elle avait réellement consenti. « Combien de temps sont-elles restées ?» demanda Martha. « Les autres. » Silas se dirigea vers la cheminée et commença à jeter du bois sur les cendres froides. Assez longtemps pour réaliser qu'elles n'avaient rien à faire ici. Combien de temps? Rebecca a tenu 2 semaines. Elle a pleuré tout le temps. Margaret a tenu 3 jours avant de décider que le territoire du Montana n'était pas assez civilisé pour sa sensibilité délicate. Catherine est partie au bout d'un jour. Et Sarah, la dernière, elle a essayé, je lui accorde ça. Elle a essayé pendant presque 2 mois. Martha attendit. Puis elle est partie, elle aussi, termina Silas en craquant une allumette contre la pierre. Les flammes léchèrent le bois et son visage se durcit à leur lumière. « Alors, vous voyez, Martha, je n'ai pas très confiance en votre capacité à rester, peu importe les promesses que vous avez faites dans votre lettre. Sarah. » La voix de Martha était calme. C'était le nom de votre première femme. La mâchoire de Silas se contracta. Pendant un instant, il ne répondit pas. Puis, « Ce ne sont pas vos affaires. 4 femmes portant le nom de votre défunte épouse. » Martha s'approcha de la table, enjambant les bouteilles vides sans faire de commentaire. Pas étonnant qu'elles soient parties. Elles étaient en compétition avec un fantôme. Et vous vous assuriez qu'elles le sachent. Vous devriez choisir vos prochains mots avec soin.
dit Silas, et sa voix devint dangereuse. Vous venez d'arriver et vous portez déjà des jugements sur des choses que vous ne comprenez pas. Mais Martha était fatiguée d'être prudente. Elle avait été prudente toute sa vie. Prudente à Philadelphie quand son père buvait jusqu'à en être malade. Prudente quand sa mère est morte et qu'elle a dû laver les soldes d'une pension pour survivre. Prudente quand le fils de la propriétaire a essayé de la coincer dans la buanderie. Prudente, toujours prudente. Et cela ne l'avait menée absolument nulle part. Jusqu'à ce qu'elle réponde à l'annonce d'un homme du territoire du Montana qui cherchait une épouse. Je comprends parfaitement, dit Martha. Vous avez perdu quelqu'un, quelqu'un que vous aimiez. Et au lieu de vous laisser guérir, au lieu d'aller de l'avant, vous avez transformé cette cabane en tombeau. Vous voulez que des femmes viennent ici et échouent pour vous prouver que vous avez raison de garder votre cœur verrouillé. 4 d'entre elles ont fait exactement ce que vous vouliez. Pas moi. Silas traversa la pièce en 3 grandes enjambées. Martha ne recula pas. Elle tint bon et leva les yeux vers lui. Dans ses yeux, elle vit quelque chose vaciller. Pas de la colère, pas tout à fait, mais quelque chose comme de la reconnaissance, comme de la peur. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, dit-il. Mais sa voix avait perdu de son tranchant. Je sais à quoi ressemble le chagrin, répondit Martha. Je sais ce que c'est de tout perdre. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans, et j'ai cru que je n'y survivrais jamais. Mais j'ai survécu. Et vous savez ce que j'ai appris? Que faire semblant d'être mort soi-même ne garde personne d'autre en vie. Ça vous empêche juste de vivre. Il se détourna d'elle et se dirigea vers la fenêtre, regardant la vallée au loin. Votre contrat stipule que vous avez droit au gîte et au couvert. Il y a une chambre à l'étage. Il y a une cave avec des provisions. J'attends de vous que la maison soit tenue, la cuisine faite et le travail à jour. Si vous décidez, quand vous déciderez de partir, je demanderai à la diligence de vous emmener où vous voulez, sans poser de questions. Quand? Demanda Martha. Quand vous partirez? Pas si, quand? Martha se dirigea vers l'escalier et commença à monter vers la chambre, ses sacs à la main. À mi-chemin, elle s'arrêta et le regarda en bas. Je m'appelle Martha, dit-elle. Pas Sarah, ni Rebecca, ni Margaret, ni Catherine. Quand vous serez prêt à me voir, vous saurez où me trouver. Elle n'attendit pas sa réponse. La chambre était petite et sobre. Un lit avec un matelas fin, une chaise en bois, une petite table. Une fenêtre donnait sur la vallée, verte et sauvage, et elle est plus belle que tout ce qu'il y avait à Philadelphie. Elle posa ses sacs et s'assit sur le lit. C'est seulement à ce moment-là qu'elle se laissa pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de détermination. 4 femmes étaient venues et reparties parce qu'elles cherchaient un mari. Pas Martha, elles cherchaient un but. Et quelque part, dans cet homme brisé en bas, elle savait qu'elle en avait trouvé un. Cette nuit-là, elle entendit Silas se déplacer dans la cabane. Elle l'entendit ouvrir et fermer les placards de la cuisine. Elle l'entendit remplir la bouilloire d'eau, l'entendit siffler doucement sur le poêle. Et puis elle entendit quelque chose qui lui serra la poitrine. Elle l'entendit pleurer. Pas fort, pas ouvertement, mais le genre de pleurs silencieux et désespérés qu'un homme a quand il pense que personne ne peut l'entendre. Martha ferma les yeux et pressa sa main sur son cœur. Quels que soient les murs que Silas McCray avait construits autour de lui, elle trouverait un moyen de les franchir. Pas parce qu'il le méritait, et pas parce qu'elle voulait le sauver, mais parce qu'elle méritait de construire quelque chose de réel à cet endroit. Et il méritait de vivre à nouveau au lieu de simplement exister dans l'obscurité. Au matin, Martha avait pris sa décision. Elle resterait. Pas parce qu'elle était amoureuse de lui, elle le connaissait à peine, mais parce qu'elle reconnaissait dans sa souffrance quelque chose de familier. Elle reconnaissait l'homme qui avait tout perdu et qui avait trop peur de risquer quoi que ce soit à nouveau. Elle avait vécu cette vie à Philadelphie. Elle n'allait pas y retourner, ni ici, ni maintenant. Pas tant qu'elle pouvait encore voir la possibilité d'un changement dans ses yeux d'hiver. Elle se réveilla avant l'aube et descendit. La cuisine était un désastre, alors elle commença. Elle fit chauffer de l'eau et frotta la table. Elle essuya les étagères, ramassa toutes les bouteilles vides et les mit de côté. Elle trouva un balai et chassa la saleté. Elle trouva des chiffons et commença la tâche impossible de nettoyer cette fenêtre. Le soleil commençait à peine à toucher l'horizon quand Silas sortit. Il s'arrêta net en voyant ce qu'elle avait fait. « Ce n'est pas votre responsabilité, dit-il.
Tout ici est ma responsabilité maintenant, répondit Martha sans le regarder. C'est ce que signifie rester. Vous êtes stupide. Je suis têtu. Elle se tourna enfin pour lui faire face. Il y a une différence. Et Silas, vous devriez manger quelque chose. De la vraie nourriture, pas du whisky. Pendant un bref instant, elle vit quelque chose traverser son visage. Quelque chose comme de l'espoir. Quelque chose comme la possibilité d'être vue, vraiment vue par un autre être humain après des mois d'isolement profond. Puis ces murs se refermèrent brutalement. Le petit déjeuner sera prêt dans 1 heure, dit Martha en se retournant vers la fenêtre qu'elle nettoyait. Je vous suggère de vous laver. Il ne discuta pas. Il monta simplement les escaliers et Martha entendit l'eau couler dans la pièce du haut. Elle continua à travailler, à bouger, à s'occuper, car si elle s'arrêtait ne serait-ce qu'un instant, elle pourrait se permettre de reconnaître l'énormité de ce qu'elle essayait de faire. Elle essayait de ressusciter un homme de la tombe qu'il s'était creusé. Silas descendit pour le petit déjeuner, portant une chemise propre. Martha dut détourner le regard, car la vue de cet homme fraîchement lavé, ses cheveux sombres, encore humides, l'air presque humain, la prit au dépourvu. Elle avait préparé des œufs, du pain qu'elle avait fait avec de la farine trouvée dans la cave, et un café assez fort pour y faire tenir une cuillère. La table était propre pour la première fois depuis qui sait combien de temps. « Je ne m'attends pas à ça », dit-il en s'asseyant en face d'elle, avec toute l'aisance d'un homme s'approchant d'un piège. « Je sais que non », répondit Martha en posant une assiette devant lui. « C'est précisément pour ça que vous ne le croirez jamais quand ça commencera à arriver régulièrement. » Il prit sa fourchette et examina les œufs comme s'il pouvait le mordre. Les autres ont aussi essayé de cuisiner. Ça n'a fait aucune différence, parce que vous vouliez qu'elles échouent. Martha s'assit en face de lui et versa 2 tasses de café. Vous aviez besoin qu'elles échouent pour prouver votre point de vue, que personne ne pouvait rester, que l'amour n'existe pas, que vous avez raison d'être malheureux. Eh bien, Silas, je ne suis pas ici pour prouver que vos théories sont justes. Je suis ici pour vous faire prouver qu'elles sont fausses. Il prit une bouchée des œufs, puis une autre. Son expression ne changea pas, mais elle vit ses épaules se détendre à peine. « C'est bon », dit-il finalement. C'était une petite chose, une si petite reconnaissance. Mais Martha comprit ce que lui coûtait cet aveu. L'aveu que quelque chose de bon pouvait exister dans son monde. Elle sourit et but son café. Ils restèrent assis en silence. Pas encore à l'aise, mais plus activement hostiles. Ce silence dura tout le petit déjeuner et une partie de la matinée. Silas partit s'occuper de ses chevaux et de ses terres. Martha se jeta sur la cabane avec la férocité de quelqu'un qui avait quelque chose à prouver. Elle transporta des seaux d'eau du puits, frottant chaque coin, chaque fissure, enlevant le chagrin accumulé pendant des mois. Ses mains étaient couvertes d'ampoules et saignaient. Elle les enveloppa dans un tissu et continua de travailler. Dans l'après-midi, le rez-de-chaussée était transformé. Les fenêtres brillaient, le plancher luisait. Elle avait trouvé du linge dans un coffre et en cèdre à l'étage et l'avait suspendu pour l'aérer. L'odeur de la cabane commença à changer, passant du whisky rassis et du désespoir à quelque chose de propre et de vivant. Elle s'attaquait aux étagères de la cuisine quand Silas rentra. Elle le sentit s'arrêter sur le seuil. Elle ne le regarda pas, mais elle entendit sa brusque inspiration. « Martha. » Non. Elle le coupa et levant une autre étagère. « Ne me dites pas que je n'aurais pas dû faire ça. Ne me dites pas que ça n'a pas d'importance. Je connais tous les arguments que vous allez avancer et je ne veux pas les entendre. » Elle se tourna pour lui faire face. Ses mains tremblaient d'épuisement, de l'effort physique, mais aussi d'autres choses. De la colère peut-être, de la frustration qu'il puisse rester là, accepter son travail tout en niant que cela signifiait quoi que ce soit. « J'ai des ampoules sur des ampoules, » dit-elle en montrant ses mains bandées. « J'ai nettoyé chaque recoin de cet endroit. J'ai battu la poussière de tapis qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des mois. Et vous savez quoi? Je le referai demain. Parce qu'il ne s'agit plus de vous prouver quelque chose, Silas. Il s'agit de me prouver quelque chose à moi-même, que je peux prendre une chose brisée et la réparer. » Silas traversa la pièce et tendit la main vers les siennes, mais elle se retira. « Laissez-moi voir, dit-il doucement. »« Non, Martha, laissez-moi. J'ai dit non. » Elle se retourna vers les étagères, mais sa voix se brisa. « Je ne peux pas. Si vous êtes gentil avec moi maintenant, je vais me mettre à pleurer. »
et je ne veux pas pleurer devant vous. Il y eut un moment de silence derrière elle, puis elle l'entendit se diriger vers le poêle, entendit l'eau couler. Il revint avec un chiffon propre et un petit pot de quelque chose de sombre et parfumé. De la pommade, dit-il en les posant sur le comptoir. Ça aidera à la guérison, à tout. Martha lui tournait le dos, mais elle prit le chiffon et la pommade. Elle défit soigneusement les bandages de ses mains. Elles étaient pires qu'elle ne le pensait, à vif par endroits, saignant à d'autres. Elle appliqua la pommade avec des doigts tremblants tandis que Silas se tenait derrière elle. Sans la toucher, juste présent, j'ai eu une femme, une fois, dit-il soudainement, avant Sarah, avant tout ça. Martha se figea. Elle s'appelait Catherine. Nous nous sommes mariés quand nous étions jeunes et stupides. Avant que je comprenne que l'amour n'est qu'un autre mot pour la vulnérabilité. Il fit une pause, et elle pouvait entendre le poids des années peser sur ses mots. Elle est morte en couche. Le bébé est mort aussi. Ils sont morts tous les deux. Et j'étais dehors avec le bétail. Je n'ai pu dire au revoir à aucun d'eux. Martha se retourna lentement. Je suis revenu à la cabane et je l'ai trouvée froide dans notre lit. Notre fils, il était bleu. Je n'ai même pas pu le tenir dans mes bras pendant qu'il était encore chaud. 16 détournant le regard, alors j'ai construit des murs. Je me suis juré de ne plus jamais ressentir ça pour personne. Quand Sarah est arrivée, ma deuxième femme, j'ai pensé que je pourrais peut-être faire les choses différemment. J'ai pensé que je pourrais peut-être l'aimer sans me perdre. Mais le jour où elle est tombée malade, il déglutit difficilement. Le jour où elle est tombée malade, tout est revenu. Chaque instant passé devant la tombe de Catherine. Chaque instant à tenir ce petit corps sans vie. Alors je me suis refermé, j'ai verrouillé la porte et je n'ai pas laissé entrer Sarah. Pas vraiment. Et 6 mois plus tard, elle n'en pouvait plus. Elle m'a quitté. Et ensuite, murmura Martha. Et puis j'ai parcouru les annonces à la recherche de femmes qui avaient besoin d'être sauvées. Je pensais que si je trouvais quelqu'un d'assez désespéré, d'assez brisé, peut-être qu'elle ne me demanderait pas d'être entier, mais elle voulait tout un vrai mariage, un vrai homme. Et je ne pouvais pas leur donner ça. Il croisa enfin son regard. Alors je les ai laissés partir. J'attendais que vous partiez, vous aussi. Les mains de Martha étaient maintenant bandées, la pommade commençant déjà son travail, réchauffant sa peau. Elle fit un pas vers lui. Pour la première fois, elle vit dans son visage quelque chose qui n'était pas des murs et de la distance. Elle vit le garçon qui avait tenu un bébé mort. Elle vit l'homme qui avait enterré Catherine, puis Sarah, et tous les rêves qu'il avait jamais eus. « Je ne pars pas, dit Martha. Vous dites ça maintenant. Je le pense. » Elle tendit la main et toucha son visage. Il tressaillit comme si ses doigts pouvaient le brûler. « Je ne vous demande pas d'être entier, Silas. Je vous demande d'essayer. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. » Il attrapa doucement son poignet et retira sa main de son visage. « Vous ne comprenez pas. Je vais vous faire du mal. Je finis toujours par faire du mal à tout le monde. Alors faites-moi du mal, dit Martha, et les mots venaient d'un endroit profond et sincère. Mais ne le faites pas en m'excluant. Si vous devez me briser, ayez au moins la courtoisie de me laisser exister d'abord. » Il lâcha sa main et s'éloigna. Martha le regarda disparaître en haut des escaliers vers sa chambre. Elle entendit la porte se fermer. Elle resta seule dans la cuisine propre, entourée de son travail, et essaya de ne pas s'effondrer. Mais elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle commença à préparer le dîner. Elle trouva des légumes dans la cave et fit une soupe. Elle trouva de la farine et fit encore du pain. Elle travailla et travailla, gardant ses mains et son esprit occupés. Car l'alternative était de reconnaître qu'elle était entrée dans quelque chose de bien plus profond et dangereux qu'une cabane délabrée et un cow-boy indifférent. Elle était entrée au cœur du chagrin d'un homme. Et elle n'avait aucune idée si elle était assez forte pour l'aider à le supporter. Quand Silas redescendit pour le dîner, il mangea la soupe sans commentaire et disparut à nouveau. Ce schéma se poursuivit pendant 3 jours. Il mangeait ce qu'elle préparait. Il disparaissait. La nuit, Martha l'entendait bouger dans sa chambre, faisant les 100 pas comme un homme en cage. Elle commença à laisser du lait chaud devant sa porte et le matin, la tasse avait disparu. Le 4e jour, Martha s'aventura au-delà de la cabane. Elle trouva un ancien potager envahi par les mauvaises herbes et les pierres, et elle commença à creuser. Ses mains avaient suffisamment guéri pour tenir la bêche. Elle se jeta dans le travail avec une détermination sans faille. Elle arrachait des pierres et des racines cassées quand elle entendit la voix de Silas.
Qu'est-ce que vous faites? Je jardine, dit-elle sans lever les yeux. Pourquoi? Parce que cette terre est endormie et quelque chose doit la réveiller. Elle arracha une autre pierre, ses nouvelles ampoules la tiraillant. Vous dormez depuis longtemps. Vous aussi, Silas. J'essaie de voir si je peux vous réveiller. Il resta silencieux un long moment. Puis il s'approcha d'elle, lui prit la bêche des mains et commença à creuser. Ils travaillèrent en silence le reste de l'après-midi, côte à côte, transformant le sol rocailleux en quelque chose qui pourrait un jour pousser. Au coucher du soleil, ils avaient défriché la moitié de la parcelle. L'épuisement de Martha s'était transformé en une sorte de paix. « Ma fille s'appelait Élisabeth », dit soudain Silas, alors qu'ils retournaient dans la cabane. « Je voulais qu'elle ait un jardin. Catherine aimait les jardins. Je pensais que notre fille aimerait peut-être ça aussi, si elle avait vécu assez longtemps pour en voir un. » Martha s'arrêta de marcher. « Vous vouliez avoir ça avec elle, le jardin, la fille. Je voulais beaucoup de choses que je ne pouvais pas avoir, dit-il. Alors, j'ai arrêté de vouloir quoi que ce soit. C'est un mensonge. » Martha se tourna pour lui faire face. « Si vous aviez arrêté de vouloir des choses, cette cabane ne serait pas si soigneusement verrouillée. Si vous aviez arrêté de vouloir, vous n'auriez pas répondu aux lettres de 4 femmes. Vous auriez simplement disparu dans les montagnes et seriez mort seul, comme vous le vouliez. » « Je ne voulais pas mourir seul, dit-il doucement. »« Non, acquiesça Martha. Vous ne saviez juste pas comment vivre avec quelqu'un d'autre. » Il la regarda longuement et quelque chose changea dans son expression. Quelque chose comme de la reconnaissance, comme une reddition, comme le début de l'admission que peut-être, juste peut-être, il n'était pas irréparable. « Il y a une ville marchande à 2 jours de trajet d'ici, dit-il enfin. Copper Creek. Ils ont des graines, des outils, tout ce dont vous auriez besoin pour créer un vrai jardin. Si vous vouliez y aller, je pourrais vous y emmener demain. » Le cœur de Martha bondit. C'était la première fois qu'il proposait de faire quelque chose avec elle, pas pour elle, mais avec elle. C'était la première fissure dans les murs, le premier vrai pas. « Nous devrons planifier soigneusement, dit-elle. Faire une liste de ce dont nous aurons besoin. Il nous faudra de l'argent, et il nous faudra... »« J'ai de l'argent, » l'interrompit Silas. « J'ai eu de l'argent tout ce temps. Je ne voyais juste pas de raison de le dépenser. Et maintenant? » Il regarda la parcelle de jardin qu'ils avaient commencé. « Maintenant, j'en vois une. » Ce soir-là, Martha prépara le meilleur dîner qu'elle put avec ce qu'ils avaient. Du poulet rôti, des légumes, du pain frais. Elle l'apporta à table juste au moment où le soleil disparaissait, et Silas s'assit en face d'elle. Non pas comme un homme dans un piège, mais comme un homme qui se demandait s'il voulait vraiment rester. « Nous devrions parler du trajet jusqu'à Copper Creek, » dit Martha. « Des provisions dont nous aurons besoin. De la route que nous devrions prendre. Je veux être préparé. C'est un trajet difficile, dit Silas. 2 jours à l'aller, 2 au retour. Vous aurez des courbatures. Je peux gérer. »« Je sais que vous pouvez, dit-il, et il y avait presque de la fierté dans sa voix. C'est ce qui m'effraie. Qu'est-ce qui vous effraie? Que vous pourriez être assez forte pour rester, que vous pourriez réellement changer les choses, et que je pourrais me permettre de vous désirer, moi aussi. » Il posa sa fourchette. « J'ai passé tellement de temps à repousser les gens que je ne sais plus comment les attirer. Je suis terrifié à l'idée de mal m'y prendre, de vous faire du mal sans le vouloir, comme je l'ai fait avec toutes les autres. » Martha tendit la main sur la table et posa la sienne sur la sienne. Il ne se retira pas cette fois. « Vous ne me ferez pas de mal, dit-elle. Pas si vous essayez. Et Silas, vous essayez déjà. » Il retourna sa main et tint la sienne. Martha sentit quelque chose de fondamental changer dans l'espace entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, pas selon une définition raisonnable, mais c'était la possibilité de l'amour. La première véritable ouverture d'une porte qui était restée verrouillée si longtemps qu'il avait oublié son existence. Mais alors qu'ils étaient assis là, dans l'obscurité grandissante, Martha ne remarqua pas la silhouette qui observait depuis la lisière des arbres. Elle ne vit pas l'homme à cheval, immobile comme une pierre, observant la scène avec une expression ni chaleureuse ni accueillante. Et elle ne le vit pas faire demi-tour et repartir vers la ville, vers la vallée, vers l'endroit où il attendait que Silas McCrae devienne assez vulnérable pour prendre ce qu'il essayait de voler depuis des années. Elle sentit seulement la main de Silas dans la sienne, chaude et présente. Et elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé un endroit où elle pourrait enfin appartenir.
Le trajet jusqu'à Copper Creek mit Martha à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Silas l'avait prévenu que ce serait difficile, mais rien ne l'avait préparée à 2 jours en selle. Son corps endolori à des endroits qu'elle ne savait pas pouvoir faire mal. La poussière recouvrant sa peau, jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de faire partie du paysage lui-même. Pourtant, ce qui la surprit plus que l'effort physique, c'est la façon dont Silas changea une fois qu'ils furent loin de la cabane. Loin des murs et des fantômes qui hantaient ses pièces, il devint quelqu'un de différent. Pas entier, pas encore, mais présent d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Ils traversèrent des canyons étroits et des prairies ouvertes, et quelque part entre la chaleur torride du premier jour et le froid inattendu du second, quelque chose changea entre eux. Salas lui montra des points de repère et lui raconta des histoires sur la vallée, sur les colons qui l'avaient précédé, sur les cycles des saisons, sur la façon dont la terre elle-même exigeait respect, travail acharné et l'acceptation que tout ne pouvait pas être contrôlé. Martha écoutait et posait des questions, et Silas y répondait, non pas avec la distance amère qu'il avait maintenue auparavant, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Ils atteignirent Copper Creek à une fin d'après-midi. La ville était plus petite que ce que Martha avait prévu. Une rue principale avec un magasin général, un forgeron, un saloon et une poignée de maisons dispersées au-delà. Silas la mena directement au magasin général. Il parla à la propriétaire, une femme burinée nommée Sarah, ce qui serra l'estomac de Martha. Il lui parla de graines, d'outils et de ce qui pousserait le mieux dans leur sol rocailleux du Montana. « Tu prévois de jardiner, Silas? » demanda Sarah, la propriétaire du magasin, avec une surprise évidente. « Je ne t'aurais jamais cru du genre. »« Non, pas moi, » dit Silas en jetant un coup d'œil à Martha. « Mais ma femme, oui. » Le mot resta en suspens dans l'air entre eux, comme quelque chose de fragile et de précieux. Femme. Il l'avait dit si naturellement, et Martha sentit son souffle se couper. Elle n'était pas sa femme, pas encore. Mais il l'avait dit, et il n'était pas revenu dessus. Martha choisit les graines avec soin. Haricots, courges, tomates, herbes. Silas pailla sans sourciller devant le coup. Ils rassemblèrent des outils et des amendements pour le sol. Martha sentit une vague d'excitation sincère monter en elle. Un vrai jardin, un vrai avenir, la possibilité de quelque chose qui pourrait durer au-delà de l'hiver. Mais alors qu'il chargeait les derniers articles dans le chariot, un homme sortit du saloon de l'autre côté de la rue. Silas se raidit complètement. « Eh bien, j'en suis baba !» cria l'homme, sa voix traversant la rue comme une malédiction. Si ce n'est pas Silas McCray, et il s'est trouvé une femme. L'homme était grand et large d'épaules, avec le genre de beauté qui vient de la cruauté, le genre de visage qui charmait probablement la plupart des gens, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, à qui on n'avait jamais refusé ce qu'il voulait. Tout dans son langage corporel criait la possession et le droit. « Garrett » dit Silas doucement, et Martha entendit l'avertissement dans sa voix, le contrôle prudent. « Ne fais pas ça. »« Ne pas faire quoi? » Garrett s'approcha, ses yeux parcourant Martha avec une intensité qui lui donna la chair de poule. « Te souhaiter la bienvenue, te féliciter d'avoir trouvé une nouvelle épouse? Ou devrais-je demander à cette jolie dame ce qui est arrivé aux autres? »« Ce ne sont pas tes affaires, » dit Silas, et il se plaça entre eux, bloquant délibérément la vue de Garrett sur Martha. « Tout dans cette vallée est mon affaire, Silas. Tu devrais le savoir maintenant. » Garrett sourit. C'était le sourire d'un homme qui n'avait jamais rencontré de conséquences dont il ne pouvait se sortir en payant. « Surtout dans ce qui concerne tes terres. Ce joli lopin de terre avec les droits sur l'eau qui le rendent aussi précieux que de l'or. Ça, c'est tout à fait mon affaire. » L'esprit de Martha s'emballa. C'était une menace claire et sans équivoque, mais elle était dissimulée sous quelque chose qui ressemblait à une conversation amicale. Elle comprit alors, avec une clarté absolue, qu'ils étaient en danger. Non pas parce que Garrett leur ferait du mal dans la rue, mais parce qu'il le pouvait. Parce qu'il avait le genre de pouvoir qui opérait dans l'ombre et les suggestions. « Allons-y, » dit Silas, sa main trouvant le bras de Martha. « Maintenant. » Ils chargèrent le reste des provisions avec des mouvements efficaces et tendus. Gillis aida Martha à monter sur son cheval avec plus de force que nécessaire. Alors qu'ils quittaient la ville, Martha pouvait sentir Garrett les regarder.
Elle pouvait sentir le poids de son attention comme une chose physique pressant contre son dos. Ils chevauchèrent en silence pendant la première heure après avoir quitté Copper Creek, et Martha n'interrompit pas ce silence. Elle pouvait voir la mâchoire de Silas se contracter, voir la façon dont ses mains serraient les rênes avec une intensité à en blanchir les jointures. Finalement, alors qu'ils approchaient d'un petit ruisseau, il arrêta son cheval. « Nous devrions abreuver les chevaux, dit-il, mais il ne s'agissait pas vraiment des chevaux. » Ils descendirent de cheval et Silas fit les 100 pas le long de la rive, tandis que Martha s'asseyait sur un rocher, le regardant. Il ressemblait à un homme luttant contre des démons, et elle attendit qu'il soit prêt à parler. « Garrett essaie de prendre mes terres depuis 5 ans, dit enfin Silas. Il veut les droits sur l'eau. Oh, il y a toute une vallée de ranchers qui paieraient des prix élevés pour une eau fiable pendant la saison sèche. Il a acheté des terres autour de moi, essayant de m'asphyxier, essayant de me faire vendre. Quand je n'ai pas voulu vendre, il a commencé à utiliser d'autres tactiques. Quel genre de tactique? Demanda Martha, bien qu'elle puisse le deviner. Le genre de tactique qui consiste à s'assurer que je ne peux pas embaucher d'ouvriers parce qu'il a répandu des rumeurs selon lesquelles je suis dangereux. Le genre de tactique qui consiste à s'assurer que la banque ne me prête pas d'argent. Le genre de tactique qui consiste à suggérer aux épouses qu'elles seraient plus en sécurité ailleurs. Il se tourna pour lui faire face. Il a payé Catherine, la fiancée par correspondance, pas ma défunte épouse, pour qu'elle vienne ici puis qu'elle parte. Il a fait la même chose avec Sarah, avec Rebecca, avec toutes. Il voulait prouver que j'étais instable, inapte à posséder la terre. L'estomac de Martha se tordit. Et la quatrième, Margaret. Margaret n'a pas accepté le pot de vin parce qu'elle était déjà terrifiée par moi. Garrett n'a eu qu'à encourager ce qui était déjà là. Silas s'assit par terre, l'air soudain épuisé. Alors, quand tu es arrivé, je savais ce qui allait se passer. Je savais que Garrett essaierait de te faire peur, ou de t'acheter, ou de faire tout ce qu'il faudrait pour te faire partir. Et je ne pouvais pas. Il s'interrompit, déglutissant difficilement. Je ne pouvais pas le supporter, pas avec toi, pas alors que tu commençais vraiment à améliorer les choses. Alors tu lui as dit que j'étais ta femme, dit Martha doucement. Je lui ai dit que tu étais à moi, corrigea Silas, et il y avait quelque chose de brut et de désespéré dans sa voix. Au cas où il aurait des idées sur la façon de t'approcher directement. Au cas où il penserait pouvoir te manipuler comme il a manipulé les autres. Martha comprit alors. Cet homme brisé et en deuil, venait de la déclarer sa propriété de la manière la plus fondamentale possible. Non pas parce qu'il voulait la posséder, mais parce qu'il était terrifié à l'idée de la perdre. Et cela la terrifiait aussi, car cela signifiait qu'elle ne pouvait pas partir sans le détruire à nouveau. « Nous devrions rentrer, » dit Silas en se levant. « Si nous poussons les chevaux, nous pouvons atteindre la cabane avant la tombée de la nuit. Une fois là-bas, nous pourrons planifier. Nous pourrons trouver comment protéger ce qui est à nous. » Mais alors qu'ils montaient à cheval, Martha posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis qu'ils avaient quitté Copper Creek. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça avant? » À propos de Garrett, de ce qui est arrivé aux autres femmes, du fait que quelqu'un essaie activement de détruire ta vie, Silas ne répondit pas immédiatement. Il la regarda simplement, par-delà la distance entre leurs chevaux. Elle vit quelque chose dans son expression qui lui fit réaliser qu'il y avait plus. Il y avait toujours plus avec lui. Des couches et des couches de douleur, de honte et de peur. « Parce que si je te l'avais dit, tu serais parti, » dit-il enfin, « et je n'aurais pas pu survivre à ça. Je ne suis pas assez fort pour survivre à ta perte, et je l'ai su au moment où tu as touché mon visage dans la cuisine. Alors j'ai menti. J'ai fait comme si ça n'avait pas d'importance. J'ai fait comme si tu n'avais pas d'importance. Et j'ai essayé de me convaincre que quand Garrett viendrait, et il vient toujours, tu comprendrais dans quoi tu t'étais embarqué, et tu voudrais partir. Mais je ne veux pas partir, dit Martha. Tu le voudras, répondit Silas, et sa voix était creuse. Quand tu comprendras ce que coûte le fait de m'aimer. Ils retournèrent à la cabane dans l'obscurité. Martha pouvait voir la silhouette du bâtiment se découper sur le ciel étoilé. Silas l'aida à descendre. Ils commencèrent à décharger les provisions, travaillant à la lueur d'une lanterne. Les graines et les outils semblaient se moquer d'eux.
des symboles d'un avenir qui semblait soudain incroyablement fragile. Martha portait un sac d'amendement pour le sol quand elle décida d'explorer la propriété plus en détail. Elle était à la cabane depuis près d'une semaine, mais elle n'avait vu que le devant, la parcelle de jardin qu'ils avaient commencé à défricher, les environs immédiats. Elle voulait comprendre toute l'étendue de ce que Silas possédait, ce que Garrett voulait si désespérément. Elle le trouva au-delà de la lisière des arbres, à l'arrière de la propriété. Un petit cimetière et dedans, 3 tombes. Les pierres tombales étaient usées, mais lisibles. Catherine McCrae. La pierre à côté indiquait simplement Bébé Elizabeth. Et puis, plus récente, une autre pierre, Sarah McCrae. Martha se tenait là dans l'obscurité, tenant le sac de terre, et sentit quelque chose se cristalliser dans sa compréhension de Silas McCrae. Ce n'était pas seulement des pertes. C'étaient des monuments aux plus grandes peurs d'un homme, rendus manifestes. Catherine et Elizabeth avaient été emportées par la mort. Sarah, la fiancée par correspondance nommée Sarah, avait été emportée par sa propre incapacité à l'aimer. Il lui avait donné le nom de sa femme décédée. Il s'attendait à ce qu'elle échoue. Et quand elle l'a fait, il a enterré sa mémoire ici avec les autres. Quand Silas la trouva debout devant les tombes, il ne parut pas surpris. Il vint se tenir à côté d'elle et Martha pouvait le sentir trembler. « Je les ai toutes enterrées ici, dit-il. Pas physiquement, mais je les ai enterrées. Je les ai faites reposer en paix et je me suis dit que je ne laisserais jamais personne d'autre être enterré à leur côté. Alors pourquoi m'as-tu laissé rester? Murmura Martha. Parce que je suis égoïste, dit Silas. Parce que je voulais croire que peut-être, juste pour une fois, je pourrais avoir quelque chose qui ne finirait pas dans une tombe. Parce qu'en te regardant, j'ai eu envie d'être quelqu'un d'autre que l'homme qui enterre les gens qu'il aime. Martha posa l'amendement pour le sol et se tourna pour lui faire face. Au clair de lune, elle pouvait voir les larmes couler sur son visage. De vraies larmes, le genre qu'un homme verse quand il a enfin admis la vérité à quelqu'un d'autre que lui-même. « Sarah ne t'a pas quitté parce que tu étais brisé, » dit Martha. « Elle est partie parce que tu ne l'as jamais vraiment laissée être avec toi. Tu l'as gardée à l'écart, servant de remplaçante à la Catherine que tu avais perdue, et elle ne pouvait pas le supporter. Ce n'était pas son échec, Silas. C'était le tien. » Il tressaillit comme si elle l'avait frappé. Martha continua, car parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de dire la vérité à quelqu'un. « Mais je ne suis pas elle, continua Martha. Je ne suis pas un fantôme. Je n'essaie pas de remplacer l'amour de quelqu'un d'autre. Je suis ici parce que je te vois, toi tout entier. Les parties brisées, le chagrin et la peur. Et je choisis de rester quand même. Pas parce que tu es parfait, pas parce que t'aimer ne coûte rien, mais parce que je crois que tu en vaut le prix. » Silas tendit la main vers elle, et cette fois, Martha ne se retira pas. Elle le laissa la serrer dans ses bras dans l'obscurité, à côté des tombes, le laissa pleurer dans ses cheveux, le laissa trembler sous la force de l'aveu, enfin, qu'il avait besoin d'elle. Ce n'était pas un moment romantique, c'était brut, désespéré et totalement réel. « Garrett va pousser plus fort maintenant, » dit Silas dans ses cheveux. « Maintenant qu'il sait que tu es là, maintenant qu'il sait que j'ai à nouveau quelque chose à perdre, alors nous le combattrons, » dit Martha. « Ensemble. » Mais même en le disant, elle comprit le poids de ce qu'elle assumait. Elle ne choisissait plus seulement d'aimer un homme brisé. Elle choisissait de s'opposer à quelqu'un avec de l'argent, du pouvoir et la volonté de détruire tout ce qui se mettait sur son chemin. Elle choisissait de risquer tout ce qu'elle avait construit, tout ce à quoi elle avait échappé, tout ce qu'elle avait espéré que le jardin serait. Ils retournèrent à la cabane ensemble. Martha ne déballa pas les graines cette nuit-là. Au lieu de cela, elle s'assit avec Silas pendant qu'il lui racontait tout. Chaque manipulation, chaque menace, chaque moment où il avait failli craquer. Elle écouta l'histoire d'un homme lentement étranglé par la cupidité d'un autre. Et elle comprit que leur séjour à Copper Creek avait tout changé. Ils ne repartaient plus à zéro. Ils étaient assiégés. Et Martha, la Martha désespérée et déterminée, qui avait fui Philadelphie, survécut à une pension et apprit à se battre pour ce qu'elle voulait, réalisa qu'elle avait échangé un type de danger contre un autre. Mais en regardant Silas dormir d'un sommeil agité sur la chaise à côté d'elle, en voyant son visage moins sur la défensive même dans le repos, elle comprit que c'était le danger qu'elle était venue affronter au Montana. C'était l'homme qu'elle était devenue sauver. Et si cela lui coûtait tout,
elle le paierait volontiers. Car quelque part en chemin, entre les bouteilles vides, les ampoules sur ses mains, et le moment où il avait tenu la sienne dans l'obscurité, elle avait cessé d'essayer de réparer Silas McRae et avait commencé à l'aimer vraiment. Et ça, commençait-elle à comprendre, était bien plus compliqué et bien plus terrifiant que tout ce que Garrett pouvait menacer. Le lendemain matin, Silas était parti avant que Martha ne se réveille. Elle trouva une note sur la table de la cuisine. Son écriture était soignée et délibérée. L'écriture d'un homme qui ne faisait plus confiance à sa propre voix. Parti parler aux voisins. Besoin de savoir en qui nous pouvons avoir confiance. Ne quitte pas la cabane. Martha froissa la note dans son poing. Elle n'était pas le genre de femme à suivre les ordres, surtout pas des ordres nés de la peur. Mais elle comprenait aussi ce que Silas faisait. Il était en train de monter une armée, ou du moins d'essayer. Si Garrett manipulait les gens de la vallée depuis 5 ans, il devait y en avoir d'autres qui en avaient souffert. D'autres qui pourraient être prêts à se dresser contre lui. Elle passa la matinée dans le jardin, préparant la terre qu'ils avaient ramenée de Copper Creek. Ses mains étaient maintenant fermes, les ampoules enfin guéries, et il y avait quelque chose de méditatif dans ce travail. Elle planta des graines de tomates et de haricots, imaginant comment elles pousseraient, imaginant la récolte, imaginant un avenir où elle et Silas pourraient réellement profiter des fruits de leur travail sans regarder par-dessus leur épaule. Il était presque midi quand elle entendit le cheval approcher. Elle ne leva pas les yeux. Elle avait appris à reconnaître le cheval de Silas à son allure, et ce n'était pas lui. Martha se redressa, soudain hyper consciente de son isolement, de son exposition. L'homme qui arriva à la cabane n'était pas Garrett. Il était plus jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux bienveillants qui ne correspondaient pas à l'énergie nerveuse qui émanait de lui. Il descendit rapidement de cheval et s'approcha d'elle, les mains visibles et vides. « Vous êtes Martha, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui, c'est moi. Je m'appelle Thomas Brennan. J'ai un ranch à environ 8 kilomètres au nord d'ici. Il jeta un coup d'œil à la cabane comme pour vérifier si quelqu'un regardait. Silas est venu me voir ce matin. Il ressemble des gens. Il essaie de monter un dossier contre Garrett et il voulait que je vous le dise. Thomas fit une pause et Martha vit le conflit se dessiner sur son visage. Il voulait que je vous prévienne parce que vous devez comprendre avec qui vous êtes marié maintenant. Je ne suis pas marié avec lui, dit Martha doucement. Peut-être pas devant un prêtre, mais vous l'êtes. Thomas s'approcha, baissant la voix même s'il n'y avait personne pour les entendre. Et vous devez savoir que Garrett a déjà commencé à bouger. Il est venu me voir il y a 2 jours avec un acte de propriété. Il a dit que Silas était prêt à vendre ses terres et il voulait savoir si je serais intéressé par l'achat de parcelles une fois l'affaire conclue. Il avait des papiers, il avait ce qui ressemblait à la signature de Silas. L'estomac de Martha se noua. Silas n'a jamais accepté de vendre. Je le sais maintenant, mais j'ai failli tomber dans le panneau. Il est doué pour ça, pour faire paraître des choses légitimes, pour faire mater les mensonges pour la vérité. Thomas sortit un morceau de papier plié de sa veste. J'ai pris un des actes qu'il m'a laissé. Je voulais que Silas sache que Garrett intensifie ses manœuvres. Martha prit le papier avec des mains tremblantes. La signature semblait authentique, mais elle était fausse. La pression était différente. Le tracé n'était pas tout à fait juste. C'était un faux, mais un bon faux. C'est un crime, dit Martha. Ça l'est, acquiesça Thomas. Mais qui va engager des poursuites? L'homme de loi le plus proche est à 2 jours de trajet. Et Garrett le connaît. Il le connaît assez bien pour que je ne lui fasse aucune confiance. Garrett a bâti son influence dans cette vallée de la même manière qu'il bâtit tout, avec de l'argent, des promesses et des leviers de pression. Martha regarda le jardin, les graines qu'elle venait de planter, l'avenir qu'elle essayait de faire pousser. À combien de personnes a-t-il fait ça? Combien ont perdu leur terre? Au moins 3 que je connais. Peut-être plus. Thomas changea de pied, mal à l'aise. Mais Silas est différent. Silas a des droits sur l'eau qui valent une fortune et il a été trop têtu pour vendre. Cela le rend dangereux pour les plans de Garrett. Et être dangereux pour Garrett signifie qu'il va pousser plus fort qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Alors nous devons riposter, dit Martha, et les mots sortirent avec une certitude absolue. C'est ce que Silas a dit. Thomas sortit un autre morceau de papier de sa poche. Celui-ci était couvert de noms. Ce sont les personnes qui ont accepté d'aider. Nous rassemblons des preuves, nous documentons ce que Garrett a fait.
Il y a un juge itinérant qui passe par Copper Creek dans 3 semaines. Si nous pouvons présenter un dossier solide d'ici là, nous pourrions peut-être le faire arrêter. 3 semaines. Martha fit le calcul dans sa tête. Cela faisait 21 jours à marcher sur des œufs. 21 jours à attendre que Garrett fasse son prochain coup. 21 jours à se demander si Silas tiendrait le coup ou si la pression finirait par le briser complètement. Je m'assurerai que Silas le sache, dit Thomas, se préparant à remonter à cheval. Mais Martha, soyez prudente. Garrett ne réagit pas bien à la résistance. Plus vous et Silas vous battrez, plus il se sentira acculé. Et les hommes acculés font des choses désespérées. Elle le regarda s'éloigner et pour la première fois depuis son arrivée au Montana, Martha eut vraiment peur. Pas de Garrett. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un de plus dangereux que les hommes des pensions de Philadelphie et elle y avait survécu. Mais elle avait peur de ce que le combat contre Garrett ferait à Silas. Elle avait peur que tout le travail de guérison qu'elle avait accompli, tous les petits moments où ses murs s'étaient fissurés, juste assez pour la laisser entrer, soient ensevelis sous le poids de devoir survivre à une autre trahison. Silas revint au crépuscule et elle pouvait voir l'épuisement dans chaque ligne de son corps. Il avait chevauché toute la journée, parlant aux voisins, bâtissant des alliances, faisant le travail d'un homme déterminé à se battre pour quelque chose au lieu de s'y abandonner. Thomas est passé, dit Martha dès qu'il franchit la porte. Il a apporté un faux acte de propriété. Garrett essaie déjà de convaincre les autres ranchers que tu as accepté de vendre. Silas hocha la tête comme s'il s'y attendait. Il intensifie toujours ses manœuvres quand il réalise qu'il ne peut pas gagner par la patience. Il devient désespéré. C'est une bonne ou une mauvaise chose, demanda Martha. Les deux, dit Silas, et il s'effondra sur une chaise comme si ses os étaient soudainement devenus trop lourds pour son corps. Les hommes désespérés font des erreurs, mais les hommes désespérés deviennent aussi dangereux. Il va pousser plus fort qu'il ne l'a jamais fait auparavant, et je ne sais pas si je suis assez fort pour riposter. Martha s'approcha de lui et posa ses mains sur ses épaules. Elle pouvait sentir la tension enroulée dans ses muscles, sentir la façon dont son corps se préparait à l'impact. Tu ne fais plus ça seul. C'est ce que tu ne comprends pas encore, Silas. Tu as cessé d'être seul au moment où je suis arrivé. Il leva les yeux vers elle et son expression brisa quelque chose dans sa poitrine. Il ressemblait à un homme qui s'était noyé si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de respirer. Et maintenant, quelqu'un lui disait qu'il pouvait respirer à nouveau, mais il ne le croyait pas. « Je ne peux pas te perdre, dit-il, et les mots sortirent bruts et désespérés. Si Garrett prend la terre, s'il me ruine, au moins j'aurais déjà perdu des choses et survécu. Mais si je te perds, alors je m'assurerai que tu ne me perdes pas, l'interrompit Martha, parce que je ne vais nulle part et je ne vais pas te laisser abandonner non plus. Tu m'entends? Nous allons nous battre ensemble et nous allons gagner. Il la tira vers lui et elle s'assit sur ses genoux sur la chaise. Pendant un long moment, ils se sont juste tenus l'un l'autre dans l'obscurité de la cabane. Martha pouvait sentir son cœur battre contre son dos, pouvait sentir ses bras trembler sous l'effort de la retenir. « Dis-moi ce que nous devons faire, dit Martha. Alors Silas le fit. Il expliqua la stratégie que lui, Thomas et les autres avaient développée. Ils avaient besoin de documents, de lettres, d'accords, de tout ce qui prouvait les agissements frauduleux de Garrett. Ils devaient interroger les personnes qui avaient perdu leur terre. Ils devaient rassembler suffisamment de preuves pour que le juge itinérant n'ait d'autre choix que d'ordonner une enquête. C'était méthodique et prudent. Le travail d'hommes qui comprenaient que la loi était leur seule véritable arme. « J'aiderai, dit Martha. Je peux organiser la documentation. Je peux aider à la coordination avec les autres familles. Je peux... » Mais Silas secouait déjà la tête. C'est trop dangereux. Si Garrett pense que tu es impliqué dans le montage du dossier contre lui, il s'en prendra directement à toi. Il a déjà montré qu'il s'en prendrait à mes femmes. Ta femme, corrigea Martha, et elle le dit délibérément, s'appropriant le mot avant qu'il ne puisse le reprendre. Et je ne vais nulle part, je ne me cache pas. Nous allons nous battre ensemble et nous allons cesser d'avoir peur. Au cours de la semaine suivante, Martha devint le cœur de leur résistance. Elle se déplaçait entre le ranch et les propriétés voisines, recueillant les histoires de familles qui avaient tout perdu à cause des manigances de Garrett. Elle écouta une femme nommée Elizabeth. L'ironie du nom ne leur échappa pas. Elle décrivit comment Garrett avait falsifié le testament de son défunt mari pour réclamer leur propriété.
Elle entendit un homme nommé Samuel raconter comment Garrett avait soudoyé un fonctionnaire de banque pour lui refuser un prêt, le menant à la faillite. Elle documenta tout d'une écriture soignée, créant un dossier de fraude et de manipulation qui remontait à 5 ans. Silas passait ses journées à rassembler des témoins prêts à témoigner. C'était un travail dangereux. Chaque fois qu'il quittait la cabane, Martha craignait qu'il ne revienne pas. Chaque fois qu'il revenait, elle ressentait une vague de soulagement si intense qu'elle en tremblait. Puis vint l'après-midi où tout changea. Martha était dans le jardin, travaillant la terre, la préparant pour des graines qu'il n'avait pas encore plantées. Elle pensait à quoi ressemblerait le jardin en été. Des tomates lourdes sur les vignes, des haricots grimpant sur les treillis improvisés. Tout l'espace transformé d'un terrain rocailleux en quelque chose de vivant et de productif. Elle était si concentrée sur son travail qu'elle n'entendit presque pas le cheval approcher. Cette fois, c'était Garrett. Il descendit de cheval avec l'assurance désinvolte d'un homme qui n'avait jamais rencontré de conséquences. Il s'approcha d'elle avec le genre de sourire qui donnait la chair de poule à Martha. C'était de l'énergie de prédateur, pure et simple. « Tiens, tiens », dit Garrett, la regardant avec une intensité qui lui donnait envie de reculer. « Alors c'est elle, la femme qui a convaincu Silas qu'il pouvait me combattre. Vous devez être quelqu'un de spécial. » Martha ne bougea pas. « Je suis juste une femme qui en a assez de voir les gens souffrir. » « La souffrance fait partie de la vie, » dit Garrett, et il s'accroupit pour examiner le jardin qu'elle préparait. Certaines personnes sont faites pour souffrir. D'autres sont faites pour gagner. Silas a toujours été du premier genre. On dirait que vous aussi, malgré tous vos efforts pour faire semblant du contraire. « Que voulez-vous » demanda Martha, bien qu'elle le sût déjà. Elle voulait l'entendre le dire. Voulait le forcer à articuler sa cruauté en mots plutôt qu'en actions. « Je veux que Silas me vende ses terres, » dit simplement Garrett. « Je veux qu'il comprenne que me combattre est inutile, que le seul choix intelligent est la reddition. » Il se leva et la regarda directement. « Je veux qu'il sache que je suis prêt à détruire tout ce qui lui est cher pour y parvenir. Ses terres, sa maison, sa réputation et surtout vous. » La gorge de Martha se serra, mais elle se força à soutenir son regard. « Il ne vendra pas, il le fera, » dit Garrett avec une certitude absolue. « Quand je lui donnerai la bonne incitation. Quand il comprendra que vous garder en sécurité est plus important que de garder ses terres. » Garrett s'approcha et Martha se força à ne pas tressaillir. « Vous voyez, Martha, j'ai étudié votre mari. Je comprends ce qu'il craint. Il craint de perdre les gens qu'il aime. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer qu'il comprenne que vous aimez va lui coûter tout. Il a déjà payé ce prix, » dit Martha doucement. « Il a perdu 2 femmes. Il a perdu un enfant. Il a survécu à un chagrin qui aurait détruit un homme plus faible. Vous n'allez pas le briser avec des menaces. » Quelque chose traversa le visage de Garrett. De la colère, une colère frustrée. Le genre qui vient quand vos calculs se révèlent faux. « Alors je vous briserai, vous, à la place, dit-il, et sa voix devint plus froide. J'ai des hommes qui travaillent pour moi. Des hommes qui comprennent que le monde fonctionne selon des règles différentes ainsi que dans l'Est. Des hommes qui seraient très intéressés par une femme qui en sait trop sur certaines procédures légales. Voilà. La menace, explicite et sans équivoque. S'il m'arrive quoi que ce soit, dit Martha, et sa voix était ferme malgré la peur qui la parcourait, chaque personne dans cette vallée saura que c'était vous. Chaque voisin, chaque rancher, tous ceux qui ont déjà accepté de témoigner contre vous comprendront exactement de quoi vous êtes capable, et ils s'assureront que le juge le sache aussi. Garrett sourit, et c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous êtes plus courageuse que les autres, je vous l'accorde. Mais le courage n'est qu'un autre mot pour la stupidité quand on fait face à quelqu'un avec un vrai pouvoir. Il se tourna, retourna à son cheval, monta en selle et s'éloigna sans un autre mot. Martha resta dans le jardin un long moment après son départ, puis elle se mit à trembler. Pas de peur, bien que la peur fût là, mais de rage, une rage pure et cristalline contre un homme qui pensait pouvoir la menacer, qui pensait pouvoir utiliser la peur comme une arme contre des gens qui n'avaient plus rien à perdre. Elle rentra et trouva du papier. Elle commença à écrire une lettre à Garrett, documentée et attestée, décrivant ses menaces en détail. Elle écrivit sur les faux actes, la corruption, la manipulation. Elle écrivit sur sa visite et ce qu'il avait dit, s'assurant que chaque mot était consigné. Quand Silas rentra 1 heure plus tard,
Elle lui tendit la lettre. « Il était là, dit-elle. Il nous a menacés tous les deux. Il a clairement indiqué ce qu'il prévoyait de faire. » Silas lut la lettre et son visage devint complètement blanc. « Nous devons partir ce soir. Nous devons aller quelque part en sécurité jusqu'à l'arrivée du juge. »« Non, dit Martha catégoriquement. Nous ne fuyons pas. Nous allons rester ici et nous battre. Et nous allons nous assurer que chaque mot de sa menace soit consigné. Nous allons utiliser ça, Silas. Nous allons utiliser son désespoir contre lui. Martha, il va te faire du mal. » Alors qu'il essaie, dit Martha, et elle le pensait avec une conviction absolue. Parce qu'au moment où il le fera, il aura prouvé tout ce que nous avons documenté. Au moment où il passera des menaces à l'action, il sera fini. Silas la regarda comme si elle avait dit quelque chose dans une langue qu'il ne comprenait pas. « Tu me demandes de risquer ta vie. Je te demande de croire en moi, corrigea Martha. Je te demande de me faire confiance, de ne pas me voir comme une chose fragile qui doit être protégée. Je te demande de te battre à mes côtés au lieu d'essayer de me protéger du combat. Peux-tu faire ça? » Il ne répondit pas immédiatement, mais lentement, très lentement, il hocha la tête. Ce qui suivit fut un risque calculé qui aurait pu tout détruire. Martha et Silas commencèrent à rendre leurs préparatifs délibérément visibles. Ils firent venir des provisions, renforcèrent les portes de la cabane, montrant clairement qu'ils se préparaient à un siège. Ils organisèrent une réunion communautaire à la cabane, rassemblant tous ceux qui avaient accepté de témoigner en un seul lieu, s'assurant que Garrett sache qu'ils étaient organisés et déterminés. Ils créèrent l'apparence d'un objet inamovible, et ils attendirent de voir ce qu'une force irrésistible ferait en le rencontrant de front. L'attente fut plus difficile que tout ce qui avait précédé. Martha cessa de travailler dans le jardin. Il ne servait à rien de planter des choses qui pourraient ne pas avoir la chance de pousser. Au lieu de cela, elle passa ses journées à rassembler plus de preuves, à interroger plus de témoins, à construire un dossier qui se renforçait de jour en jour. Silas devint plus silencieux, plus renfermé, comme s'il se préparait au pire. Et puis, 4 jours avant l'arrivée prévue du juge itinérant à Copper Creek, Garrett passa à l'action. 3 hommes apparurent à la limite de la propriété juste avant l'aube et ils portaient des fusils. Silas les vit le premier. Il se tenait à la fenêtre avec son café, regardant la lumière poindre sur la vallée et quand il se raidit et posa la tasse avec un soin délibéré. Martha connaissait ce mouvement. Il signifiait le danger. « Combien ?» demanda-t-elle, venant se tenir à côté de lui sans regarder dehors. « 3, armés. » Sa voix était complètement neutre, ce qui la terrifia plus que n'importe quelle panique. Ils sont à la limite de la propriété, et environ 400 mètres. Ils attendent. L'esprit de Martha s'emballa. C'était le moment où tout se briserait ou tiendrait. Elle pensa au jardin qu'elle avait planté, aux graines qui commençaient à peine à germer sous la terre. Elle pensa aux tombes, au-delà de la lisière des arbres, Catherine, Elizabeth, Sarah. Elle pensa à tous les fantômes que Silas avait portés, et elle prit une décision. « Nous ne fuyons pas, dit-elle, mais nous n'y allons pas seuls non plus. Tu as dit que Thomas a des voisins qui ont accepté de nous soutenir. Appelle-les. » Silas se tourna pour la regarder, et elle vit la guerre qui se déroulait derrière ses yeux. La partie de lui qui voulait la protéger en l'envoyant au loin, luttant contre la partie qui savait qu'elle avait raison. Finalement, la seconde partie l'emporta. « Il y a un fusil dans la pièce du fond, dit-il. Sais-tu tirer? » « Je sais tirer, répondit Martha. Elle n'ajouta pas qu'elle avait appris à Philadelphie, en utilisant une carabine de petit calibre sur les rats dans la cave de la pension. Cela semblait être une autre vie, une autre femme. « Va, appelle qui tu dois appeler. Je serai prête. » Silas sella un cheval et partit en quelques minutes, se dirigeant vers le ranch de Thomas. Martha resta dans la cabane et s'accorda exactement un moment de peur. Un moment où elle reconnut que Garrett avait le pouvoir de détruire tout ce qu'elle avait construit ici. Que les balles ne se souciaient pas de sa détermination, de son amour ou de ses graines soigneusement plantées. Puis elle enferma cette peur et commença à se préparer. Elle récupéra le fusil dans la pièce du fond et vérifia qu'il était chargé. Elle remplit des carafes d'eau et les plaça dans des endroits accessibles. Une précaution apprise après des années, à savoir que la survie se résume parfois à des choses simples, comme l'hydratation et la clarté d'esprit. Elle rassembla la documentation qu'ils avaient collectée, chaque lettre, chaque déclaration de témoin, chaque preuve qu'ils avaient réunie contre Garrett. Si les choses tournaient mal, quelqu'un devait pouvoir apporter tout ça au juge.
L'attente fut la partie la plus difficile. Une heure ça, un passant. Puis deux. Martha pouvait voir les trois hommes armés se déplacer occasionnellement le long de la limite de la propriété. Elle comprit ce que Garrett faisait. Il n'attaquait pas. Pas encore. Il établissait une présence, les rendant conscients de la menace, les brisant psychologiquement avant que quoi que ce soit de physique ne se produise. C'était une bonne stratégie. Elle aurait fonctionné sur l'ancien Silas, celui qui se serait rendu avant même que le combat ne commence. Mais le Silas qui revint à la cabane 1 heure et demie plus tard était différent. Il revint avec Thomas et 6 autres hommes. Tous étaient armés. Tous se déplaçaient avec la détermination tranquille de gens qui avaient déjà décidé de se battre. Thomas portait une sacoche en cuir et Martha pouvait voir des documents à l'aspect officiel à l'intérieur. « J'ai envoyé un cavalier à Copper Creek », expliqua Thomas, imposant la sacoche sur la table. « Au juge, je lui ai dit ce qui se passait. Il vient plus tôt. Il s'attendait de toute façon à des ennuis de la part de Garrett. Il devrait arriver cet après-midi. »« Et si Garrett bouge avant ?» demanda Martha. « Alors nous avons des témoins, » dit un des autres hommes. Il s'appelait Samuel, celui dont la femme avait perdu ses terres à cause des manipulations de Garrett. Chaque homme ici a vu ces trois-là arriver armés. Chaque homme ici est prêt à témoigner que Garrett a initié la violence. Et chaque homme ici est prêt à s'assurer qu'il paye pour ça. Silas s'approcha de Martha et la serra contre lui, d'une manière qui ressemblait moins à une étreinte qu'à quelqu'un s'accrochant à la terre ferme dans une tempête. « Tu devrais aller au ranch de Thomas. Tu devrais être en sécurité. »« Je reste, » dit Martha catégoriquement. « Nous faisons ça ensemble, ou nous ne le faisons pas du tout. C'était notre accord. » Avant qu'il ne puisse argumenter, un des hommes de Garrett apparut à la fenêtre et cria « McCrae, Garrett veut discuter des termes. » Silas et Martha échangèrent un regard, puis Silas se dirigea vers la porte. Thomas attrapa son bras. « N'y va pas seul, je ne le suis pas, » dit Silas en regardant Martha. Elle comprit ce qu'il demandait sans mots. Il lui demandait si elle se tiendrait à ses côtés, littéralement, devant Garrett et ses hommes. Elle prit le fusil et se dirigea vers la porte. Ils sortirent ensemble dans la lumière vive du matin. Martha pouvait sentir le poids de tous les regards sur eux. Ceux des hommes de Garrett, des membres de la communauté venus soutenir Silas, de la vallée elle-même. Elle pouvait sentir le moment basculer sous ses pieds, le moment où tout reposait sur le fil du rasoir. Garrett s'approcha lentement, délibérément, faisant étalage de son contrôle. Il souriait, confiant, certain de son pouvoir. Derrière lui, ces trois hommes armés se positionnèrent en triangle, une démonstration de force conçue pour intimider. « Silas » appela Garrett. Sa voix portait facilement à travers la distance. « Tu as rendu les choses plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Mais j'admire ton entêtement. Ça me rappelle pourquoi je veux tant tes terres. Un homme avec ce genre de détermination pourrait construire quelque chose de spécial ici. Alors vous auriez dû lui demander gentiment au lieu d'essayer de le détruire, » dit Martha, et sa voix trancha l'air matinal comme un couteau. L'attention de Garrett se tourna vers elle et elle vit le moment où son expression se durcit. Il n'aimait pas être contredit, surtout pas par une femme. « Ce ne sont pas tes affaires, Martha. C'est entre ton mari et moi. Pourquoi n'irais-tu pas à l'intérieur laisser des hommes s'occuper de ça? »« Parce que je ne suis pas seulement sa femme, » dit Martha. « Je suis sa partenaire. Et j'ai quelque chose à dire. » Elle brandit une pile de papier. « J'ai la documentation de chaque acte frauduleux que vous avez créé, de chaque pot de vin que vous avez offert, de chaque personne que vous avez détruite. J'ai des déclarations de témoins de cette famille. J'ai la preuve que vous prévoyez d'utiliser la violence pour forcer une vente. Et j'ai un message pour vous du juge itinérant qui est actuellement en route vers Copper Creek pour entendre chaque mot de cette affaire. » Elle pouvait voir Garrett traiter cette information, voir le moment où sa certitude vacilla. Il s'attendait à utiliser la force. Il s'attendait à intimider un homme brisé pour qu'il se rende. Il ne s'attendait pas à une résistance organisée. « Ces papiers ne signifient rien, » dit-il finalement. Mais il y avait moins de confiance dans sa voix. « Même si le juge les examine, c'est ma parole contre la vôtre. Et j'ai plus d'argent que vous ne pourriez en dépenser en une vie. J'ai les ressources pour me battre devant les tribunaux pendant des années. »« C'est possible, » dit Silas. Et Martha entendit quelque chose de nouveau dans sa voix. Une force qui n'était pas là avant. « Mais tu n'en auras pas l'occasion.
Parce que chaque rancher de cette vallée sait ce que tu as fait, chaque personne que tu as trompée, chaque famille que tu as détruite, ils vont tous témoigner. Et quand le juge entendra ce que tu as orchestré, quand il verra le schéma de fraude, de coercition et de tentative d'intimidation, il n'aura pas besoin d'années. Il aura besoin d'environ un après-midi. Un des hommes de Garrett bougea et Samuel s'avança avec son fusil. C'était un mouvement silencieux mais sans équivoque. La ligne avait été tracée. Garrett regarda le groupe de voisins rassemblés, vit la réalité de ce à quoi il faisait face. Pas un homme brisé, mais une communauté unie contre lui. Martha regarda son visage changer. Elle regarda le moment où il comprit qu'il avait mal calculé, qu'il avait poussé trop loin, que cela n'allait pas se terminer comme il l'avait prévu. Si tu essaies de forcer les choses, dit Thomas, sa voix ferme, chacun de nous est prêt à témoigner que tu as initié la violence. Nous avons tous documenté tes menaces. Nous avons tous documenté ton intimidation. Tu peux nous tuer, Garrett, mais tu ne peux pas tous nous tuer et tu ne peux pas tuer la vérité. Garrett tourna son cheval et pendant un instant, Martha pensa qu'il allait s'en aller. Mais au lieu de cela, il regarda Silas avec une expression de haine pure. Tu penses que tu as gagné, dit-il. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'as fait que retarder l'inévitable. Même si le juge se prononce contre moi, il y a d'autres moyens. Il y a toujours d'autres moyens. Il n'y en a pas, dit Martha en s'avançant. Parce que maintenant, tout le monde sait qui tu es. Maintenant, tout le monde sait de quoi tu es capable. Tu ne peux plus manipuler dans l'ombre. Tu ne peux plus bâtir ton influence par des mensonges et des pots de vin, parce que toute la vallée regarde. Vous avez perdu, Monsieur Garrett. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais vous avez perdu. La mâchoire de Garrett se serra et il tira si fort sur les rênes de son cheval que l'animal se cabra. Ces hommes firent demi-tour et ils s'éloignèrent sans un autre mot. Martha les regarda disparaître à travers la vallée et c'est seulement à ce moment-là qu'elle sentit ses genoux faiblir. Silas la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la maintint debout par la seule force de sa volonté. « C'est fini », dit-il dans ses cheveux. « C'est fini. » Mais ce n'était pas tout à fait fini. Le juge itinérant arriva 4 heures plus tard, poussiéreux d'avoir traversé la vallée à vive allure. Il écouta le témoignage de chaque famille que Garrett avait trompée, examina la documentation que Martha avait compilée et entendit Thomas et les autres ranchers parler des menaces et de l'intimidation de Garrett. Le soir, il avait émis des mandats d'arrêt pour fraude, corruption et tentative de coercition. Il envoya des adjoints arrêter Garrett au saloon de Copper Creek et ils le ramenèrent enchaîné. Le procès dura 3 jours. Il eut lieu à Copper Creek dans une salle d'audience improvisée qui n'était rien de plus qu'une grande pièce au-dessus du magasin général. Martha assista à chaque instant, assise à côté de Silas, regardant le poids de ses actes rattraper enfin Garrett. Le juge fut minutieux et juste, entendant chaque témoin, examinant chaque preuve. Et quand le verdict tomba, coupable sur tous les chefs d'accusation, Martha sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Quelque chose qui était agité depuis des semaines. Mais ce n'est pas le procès qui a tout arrangé. Ce qui a tout arrangé, c'est ce qui s'est passé après. Quand ils retournèrent à la cabane, Thomas et plusieurs autres voisins arrivèrent avec des outils et des provisions. Sans attendre la permission, ils commencèrent les réparations. Ils réparèrent le toit. Ils remplacèrent les vitres cassées. Ils peignirent les murs extérieurs. Ils travaillèrent dans un silence complice et au coucher du soleil, la cabane ressemblait à nouveau à une maison et non plus à un tombeau. Cette nuit-là, Silas s'assit avec Martha dans la pièce principale et pour la première fois depuis des semaines, il était complètement silencieux. Pas le silence colérique qu'il avait maintenu auparavant, mais un silence contemplatif et réfléchi. « Je veux t'épouser, dit-il enfin, correctement, devant des gens. Je veux que tout le monde sache que tu es à moi et que je ne te laisserai jamais partir. » Martha sentit quelque chose se coincer dans sa gorge. « Nous aurons besoin d'un prêtre. Thomas en connaît un à Copper Creek. Nous pourrions le faire la semaine prochaine. » Silas prit sa main. « Mais Martha, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'abord. Je suis toujours brisé. Je vais encore avoir des jours où le chagrin reviendra et où je ne saurai pas comment être avec les gens. Je vais encore avoir peur de te perdre. Je ne peux pas te promettre un homme parfait parce que je ne suis pas parfait. Je peux seulement promettre que je continuerai d'essayer. » « C'est tout ce que n'importe qui peut faire, dit Martha.
et elle répéta les mots qu'elle lui avait dits des semaines auparavant dans l'obscurité à côté des tombes. Continuez d'essayer, et je ne te demande pas d'être parfait, Silas. Je te demande d'être vrai, et tu l'es. Tu as été vrai avec moi dès le moment où tu m'as laissé te voir. Ils se marièrent 8 jours plus tard dans une petite église de Copper Creek, avec Thomas, sa femme, et la moitié de la vallée présent. Martha portait une robe qui avait appartenu à la femme de Thomas, bleu pâle avec de la dentelle aux manches, et quand elle s'avança pour se tenir à côté de Silas, elle vit des larmes couler sur son visage. Pas des larmes de chagrin cette fois, mais des larmes de joie, de soulagement, de s'autoriser enfin à croire que peut-être, juste peut-être, il méritait d'avoir quelque chose de bon. Le pasteur leur posa les questions traditionnelles. Martha répondit clairement et sans hésitation. Quand ce fut le tour de Silas, il prit une longue inspiration et il parla non pas au pasteur, mais directement à Martha. « Je promets d'être présent, dit-il, chaque jour, même quand j'ai peur, même quand le chagrin revient. Je promets de garder les portes ouvertes au lieu de les verrouiller. Je promets de croire que l'amour ne doit pas se terminer dans une tombe. Je promets de te laisser m'aider à vivre au lieu de simplement survivre. » Martha pleurait quand il eut fini, et quand il l'embrassa, toute l'église éclata en applaudissements. Ils retournèrent à la cabane en tant que mari et femme, et Martha se rendit immédiatement au jardin. Les graines avaient germé. De minuscules pousses vertes sortaient de la terre, pleines de promesses et de potentiel. Elle s'agenouilla à côté d'elle et commença à travailler. Silas vint se tenir à ses côtés. « Plante un autre jardin, dit-il, un plus grand, un qui nous nourrira pendant l'hiver et qui aura encore assez à partager avec les voisins. Plante-en un pour l'année prochaine et l'année d'après. Plante-en autant que tu veux. Cette terre est à nous maintenant. Vraiment à nous. » L'empire de Garrett s'effondra et le juge alloua des portions de ses biens saisis aux familles qu'il avait trompées. Nous récupérons une partie de ce qu'il a pris. Pas tout, mais assez pour construire. Martha leva les yeux vers lui et elle vit l'homme qu'elle avait essayé de ressusciter, debout, pleinement vivant, sous le soleil du matin. Elle vit un homme qui avait appris que l'amour n'était pas quelque chose à craindre, que la connexion n'était pas une faiblesse, qu'ouvrir son cœur ne signifiait pas qu'il se briserait. « Alors nous construisons, dit-elle, nous construisons le jardin, nous construisons une vie, nous construisons un avenir. » Silas la releva et la serra dans ses bras. Martha posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. Dehors, la vallée s'étendait, infiniment sauvage et belle et pleine de possibilités. Les tombes sur la colline seraient toujours là. Catherine, Elizabeth, la Sarah qu'il avait perdue à cause de sa propre incapacité à aimer. Mais elles n'étaient plus la seule histoire. Elles n'étaient pas la fin de l'histoire. L'histoire maintenant, c'était celle de Martha et Silas. L'histoire d'une femme qui avait fui Philadelphie pour trouver la rédemption. Et d'un homme qui s'était enfermé pour découvrir que la clé de la survie était la connexion. C'était l'histoire du pouvoir d'être présent, d'essayer, de croire que même les choses les plus brisées pouvaient fleurir avec assez de soin, de courage et d'amour. Martha recula et regarda le jardin, les pousses vertes qui deviendraient de la nourriture, de la vie, de la subsistance pour les années à venir. Elle pensa à toutes les femmes qui l'avaient précédée, Rebecca, Margaret, Catherine et Sarah. Et elle comprit qu'elle ne les remplaçait pas, elle les honorait en finissant ce qu'elles n'avaient pas pu faire. Elle prouvait qu'il était possible d'aimer Silas McCray, de construire une vie avec lui, de créer quelque chose de beau à partir des décombres de son chagrin. « Je ne partirai jamais, dit-elle, pas à Silas spécifiquement, mais à la vallée elle-même, à l'avenir qu'il construisait, à la femme qu'elle était devenue en aimant un homme brisé et en le regardant guérir. » Silas la serra de nouveau contre lui, et il prononça les mots qui définiraient leur vie ensemble. « Et je ne te laisserai jamais partir. Pas encore. Jamais. Nous avons tous les deux trop survécu pour nous perdre maintenant. C'est notre endroit. C'est notre vie. Et Martha, nous allons construire quelque chose ici qui dure, quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qui prouve que même les cœurs les plus durs peuvent réapprendre à aimer quand on leur en donne la chance. »